C'est donc Madame Roussel, au nom du groupe Europe Écologie Les Verts. Madame Roussel. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Saluons en premier lieu le travail de concertation et l'énergie déployée par les membres du comité de massif pour aboutir à ce texte. Saluons tout particulièrement l'implication et la qualité des contributions des associations telles que Mountain Wilderness et la CIPRA, et le rôle de Claude Comet pour la région aussi. En comparaison avec le schéma de 2006, les contributions sont nombreuses et importantes. Nous avons donc choisi de retenir les réelles avancées de cette nouvelle mouture et de voter ce rapport. Parmi ces points positifs, je vous en exposerai quelques-uns particulièrement significatifs. Commençons par l'utile rappel de l'opposition du comité de massif aux loisirs motorisés et sa préconisation de mettre en place des zones de tranquillité. Dans cette actualisation a également été inscrite une vraie nouveauté que nous tenons à saluer, tant l'enjeu est fondamental pour ce territoire. Il s'agit de la problématique foncière. Certes, le texte aurait pu aller plus loin, mais déjà il évoque le besoin d'un usage sobre de cette ressource rare et la nécessité d'établir une véritable stratégie, ce qui constitue un bon point de départ. Le schéma traite ensuite d'une autre ressource rare, l'eau. Les questions posées sont délicates, tant nous partons de loin et les conflits d'usage à arbitrer sont nombreux. Autre point positif, sont enfin reconnus la plus-value collective ainsi que les aménités induites par les pratiques agricoles et forestières en valorisant l'espace, les paysages, les productions locales. Reste que l'agriculture et la forêt ne sont pas et ne doivent pas être au service du tourisme. Elles ont une valeur intrinsèque, certes peu reconnue, ce qui est dommage. Sur le volet tourisme, il y a également du mieux. Le tourisme d'été et intersaison est ajouté. Il est complété par la volonté d'ouvrir la montagne à tous, sans condition de ressources, de diversifier les activités proposées, notamment via l'itinérance, et surtout de sortir de la monoculture du ski. Des pistes de réflexion intéressantes sont avancées. Produits touristiques diversifiés, restructuration des structures touristiques, coordination vallée-station et de la chaîne de transport. Nous saluons également la prise en charge de la problématique des lits froids, véritable calamité alpine. Autre nouveauté notable, la prise en compte de la problématique des saisonniers, les grands oubliés habituellement alors qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'édifice. Nous pensons cependant que si les collectivités et acteurs publics doivent effectivement intervenir, les employeurs doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Il s'agit d'éviter que le drame de cet hiver se répète. Enfin, deux dernières nouveautés très positives sont à relever. La première est la prise en compte des besoins des habitants en termes de santé, de services, la lutte contre les isolements, notamment via le numérique ou l'appropriation de l'identité de son territoire. La deuxième est l'intégration de tout un chapitre sur la gouvernance locale et transfrontalière. La cohérence, la mutualisation, l'ingénierie, et ce à tous les échelons, sont la clé pour répondre aux enjeux du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la transition d'un modèle touristique et économique alpin. Enfin, un focus sur le chapitre transport, sujet ô combien sensible pour les écologistes, comme vous le savez. Il y a du bon, c'est indéniable. Volonté de développement de l'offre de desserte locale, de prise en compte des mobilités touristiques, de renforcement des infrastructures ferroviaires locales. En un mot, beaucoup de potentiel dont il reste à voir la traduction concrète. Notre position globale sur ce schéma de massif est donc résolument positive. Nous voulons quand même signifier à tous quelques dangers ou positions trop floues sur lesquelles il faudra être vigilant dans la mise en œuvre de ce schéma. À l'instar du parc de la Vanoise, l'actualisation de ce schéma a vu émerger les mêmes difficultés et s'affronter les mêmes intérêts contradictoires. Dans les deux cas, l'urgence s'impose pourtant face à des enjeux vitaux et aigus. Changement climatique, avec notamment ses impacts sur la ressource en eau, vulnérabilité de la biodiversité et des équilibres écologiques. C'est donc vrai qu'à la première lecture de cette mise à jour, nous avons été plutôt critiques face au manque d'ambition globale. Et nous nous interrogeons, quelle priorité? À quand un changement de braquet et de paradigme, pourtant inévitable et urgent? À quand une transition écologique?
notamment de l'économie et de la mobilité sur ce territoire. La politique des petits pas ne suffit pas. Vous aurez reconnu l'aiguillon constant des écologistes et notre exigence sans cesse réitérée sur les orientations et choix stratégiques. C'est d'autant plus vrai que lorsque cela concerne un territoire aussi emblématique et fragile que les Alpes. Nous n'insisterons également jamais assez sur le fait que la création de retenues collinaires et l'utilisation d'eau potable pour la production de neige artificielle ont des conséquences graves, immédiates, et qui doivent être clairement dites et assumées par les vendeurs d'or blanc. Autre sujet de préoccupation, le tourisme d'été est seulement considéré en complément des inévitables et obnubilants sports d'hiver, affligés de leurs poudreuses artificielles. Espérons que les arbitrages anticiperont le changement climatique et ses conséquences, notamment la raréfaction de la neige et la nécessaire reconversion de bon nombre de stations. Dans le chapitre transport, la première question qui nous est venue en lisant la longue liste des infrastructures de transport, notamment ferroviaires, à créer, renforcer, aménager. Quelle priorisation avons-nous? La priorité, c'est la réponse aux besoins locaux, du quotidien et au plus grand nombre, via le TER et les transports collectifs. C'est aussi le report modal immédiat du transport de marchandises, via le tunnel international existant et très sous-utilisé. Nous regrettons d'autant plus l'inscription de l'A51 dans ce schéma, car tout développement autoroutier va totalement à l'encontre des efforts faits en faveur du report modal. En effet, en accroissant les flux routiers de marchandises à travers les Alpes, cela contribuerait à empoisonner un peu plus l'environnement et l'air des vallées alpines. Les vallées de l'Arve et de la Maurienne sont à ce titre emblématiques. J'en profite pour rappeler les nombreux rappels à l'ordre et condamnations de l'Europe pour non-respect des normes de pollution dans ces vallées. Nous voulons donc croire que lors de la priorisation des actions à mener, le bon sens et l'intérêt général prévaudront. Un tout dernier mot avant de laisser la parole. Un vœu de l'exécutif porte sur 2 points importants. Le premier est la nécessité d'une DTA opposable, afin de donner le recul nécessaire pour un projet global et cohérent. Le deuxième est la nécessité de s'intégrer dans un système de politique publique articulé et coordonné. Tous les échelons doivent en effet agir de concert. C'est seulement ainsi que la prise de conscience climatique, énergétique et environnementale se fera et se sera traduite en actes. Mais ce vœu ne serait pas complet sans une interpellation sur l'A51, rappelant les positions de la région. Cette autoroute est en effet emblématique d'un modèle de développement dépassé et contraire à l'intérêt de ce territoire. Nous proposerons donc un complément à ce texte en souhaitant vivement que vous l'adopterez sans hésitation. Je vous remercie. Merci, Madame Roussel.